Schönen guten Abend bei dieser Konferenz autour du 7 am Kontext vom Weltdiabetestag. Ich bin ganz froh, dass aber so viele Leute de WH hingefunden tun an der CRL, trotz den schwierigen Zeiten, die wir haben. Ganz kurz, dass wir das Programm aufhängen, wir warten autour du 7. Vielleicht können verschiedene Leute sich erinnern, dass wir für 2 Jahre die erste Kehr das Formular hatten, aber eben auch 7 kleine Konferenzen hatten zum Thema 7, weil 12-7 am Kontext vom Langzeitzucker, also vom HbA1c, steht für einen guten Equiliber. Wir hatten die Kehr fertig gebracht, all als Themen von dem Abend mit einer 7 zu verbannen. Die Sujets, die wir das Jahr gesichtet haben, da war das nicht immer möglich. Wir werden aber beibehalten haben, das ist, dass die kleinen Konferenzen sollen Mikrokonferenzen sind, das heißt, die sollen zwischen 7 und 10 Minuten dauern, so dass wir können eine ganze Reihe Sujets an einer relativ kurzer Zeit durchkriegen. Was auch ein Wunsch war, den wir für 2 Jahre hatten, wo wir das als LD, also als Lützburger Diabetiker Association, an den Weg gelegt haben, das war eine Zusammenarbeit mit der Société Luxembourgeoise de Diabetologie, das ja eine wissenschaftliche Assoziation ist, wo alle Berufssparten vertreten sind, die an der Diabetologie aktiv sind, sowohl Doktoren, Diabetologen, wie aber auch Infirmieren, Diäteticinnen und so weiter, und für auch die gute Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren der Diabetologie zu weisen, zu weisen, haben wir auch geguckt, dass die Konferenzen auch geografisch von allen Akteuren vertreten sind, gerade so viel von allen Berufen. Und das Jahr haben wir das auch. Das heißt, wir haben sowohl Leute aus dem Norden, aus dem Süden, wir haben Doktoren, wir haben Infirmieren, wir haben Diäteticinnen, und ich meine, das soll schon weisen, dass das halt an dem kleinen Lützeburg leider an dem Domain von der Diabetologie aber zusammen schaffen und probieren ein einheitliches Konzept am Dienst vom diabetischen Patient zu holen. Voilà, ich meine, dafür werden wir ganz schnell mit diesem Programm aufhängen. Das Jahr steht der Weltdiabetestag am Kontext von den 100 Jahren von der Entdeckung von Insulin. Wir haben das schon bei der Assemblée Générale gefeiert. Wir hatten schon eine Spezialedition von unserer Zeitung, die da dann aber auch könnt nach dabei zu finden, bei diesem Infostand, da ganz gerne mitholen, wenn das sie noch nicht tun. Und wir wollten dann an diesem Kontext denken, ob die Feierlichkeiten von den 100 Jahren Insulin zurückkommen und auch gucken in Zukunft natürlich, wer das in den 100 Jahren geschieht, wie kann es eventuell weitergehen. Und dafür sind wir auch froh, dass wir für den Sujet zu traitieren, Dr. Janeva von Ettelbrick, die uns den Exposé wird machen. Vielleicht noch ganz kurz, für die meisten haben sie schon gesehen, wir haben am Saal dann eine Exposition mit den verschiedenen Laboren, die bleiben auch, die sind noch einen von der Konferenzen nach da, das heißt, wenn der Lo nach nicht gucken würde, die hat noch keine Zeit, oder wo nicht so viele Leute, wo da kommt, dann können wir das da noch machen. Voilà. Alors, Maria, je te donne la parole. Guten Abend, bonsoir. Je m'appelle Maria Janeva, je travaille comme endocrinologue au CHDN à Ettelbruck. Et je suis très heureuse et très honorée de pouvoir ouvrir cette session. J'ai la lourde tâche de parler des 100 ans de l'insuline, de la découverte de... Ah. Oui. Pardon. Comme je disais, je suis très heureuse et très honorée de pouvoir commencer cette session. J'ai la lourde tâche de parler des 100 ans d'insuline, de l'histoire de l'insuline et de nouvelles perspectives.
Une tâche qui est assez difficile. Je me trouve un peu comme dans la mission impossible de pouvoir résumer tout ça en 7 minutes. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'est pour ça que j'ai décidé quand même plutôt de me concentrer sur l'histoire de la découverte de l'insuline. Comme cette année, c'est le centenaire de la découverte de l'insuline. Et si j'ai un peu le temps après, je vais parler des nouvelles perspectives. Je commence tout de suite. Alors, la découverte de l'insuline commence par des découvertes assez importantes au niveau de l'anatomie et pathologie. Notamment en 1869, c'est Paul Langerhans, c'est un jeune étudiant allemand qui décrit les cellules pancréatiques groupées en îlots et plus tard on les nomme comme des îlots de Langerhans. Mais à cette époque-là, on ne sait pas le rôle de ces îlots de pancréas. Une vingtaine d'années plus tard, en 1889, c'est Minkowski et von Mering qui établissent de façon expérimentale le lien entre le diabète et le pancréas. C'est pour la première fois qu'on comprend quel organe des patients diabétiques souffrent. C'est en 1901 que Opie établit que c'est justement les îlots de Langerhans, quand ils sont détruits, que les patients commencent à développer le diabète. Le nom de l'insuline est prononcé pour la première fois en 1909 par De Meyer. Lui et son confrère Sulzer, ils font des essais déjà pour faire des extraits pancréatiques pour pouvoir les administrer à des animaux et puis à des humains dans le but de traiter le diabète. Mais tous ces scientifiques, ils ont un grand problème et notamment leurs essais, ils échouent à cause du fait qu'ils n'arrivent pas à séparer les sécrétions exogènes de l'insuline, donc des différentes sécrétions du pancréas. Ce fut possible grâce à Frederick Banting en 1921, quand il a eu une idée assez excellente qu'il a pu partager avec MacLeod, qui était le professeur qui était chef de la chaire le laboratoire de physiologie. Et alors, il a pu convaincre MacLeod de lui donner son laboratoire et des collaborateurs, ainsi que des animaux d'essai, des chiens. Et c'est grâce à la bonne volonté, je dirais, de MacLeod que Banting a commencé à faire ses essais. Et son grand collaborateur, c'était Best, c'est un jeune étudiant, c'était un jeune biochimiste qui travaillait dans le laboratoire. Il avait à l'époque une vingtaine d'années. Donc Banting et Best ont commencé leurs essais. Grâce à l'idée, comme j'ai dit, géniale de Banting, donc il a eu l'idée comment de faire cette séparation des sécrétions exogènes et des sécrétions endogènes. Notamment, il a décidé de faire couper les conduits pancréatiques à des animaux vivants et de cette manière de produire une dégénération du tissu pancréatique exogène et à ce moment-là de pouvoir extraire des îlots pancréatiques. Alors les résultats étaient assez concluants, les essais étaient assez positifs, ils étaient publiés à la fin de décembre 1921. Plus tard, à cette équipe s'est joint James Collip, c'est un biochimiste qui les a aidés en fait de faire de sorte que cet extrait soit purifié. Il a eu l'idée d'utiliser de l'alcool à des concentrations croissantes et de cette manière de purifier au maximum l'extrait. Et de cette manière, c'est l'insuline raffinée qui a été créée. Ici, vous voyez sur cette photo Banting et Best. Banting, il avait quand même l'âge de 32 ans au moment de la découverte. Ça, c'est Banting. Et Best, il était encore plus jeune, il avait une vingtaine d'années, 22, 23 ans. Ici, vous le voyez avec leur chien d'essai. Et en haut, vous voyez la date de naissance de Frederick Banting. Vous voyez que c'est le 14 novembre 1891. Et c'est 100 ans plus tard, en 1991, qu'on a décidé que la journée du 14 novembre va être fêtée comme journée internationale du diabète. C'est en son honneur. Alors, une fois que l'insuline était produite, c'était le temps de faire les premiers essais cliniques. Il faut dire qu'entre Banting et MacLeod, il avait un désaccord assez important.
Et de ce fait que Banting, comme lui, il est considéré comme vraiment le grand découvreur de l'insuline, il n'était pas autorisé à être présent pendant ces essais cliniques parce qu'apparemment il était censé de ne pas avoir cette expérience clinique, quoi qu'il était médecin. Hein. Donc le premier essai, ce fut le 11 janvier 1922. Le premier patient à traiter s'appelle Leonard Thompson. C'était un jeune garçon, vous voyez à quel état il était, dans un état assez cachectique, il avait 14 ans à l'époque. La première injection n'avait pas beaucoup de succès parce qu'il y avait un abcès stérile qui s'est formé au point d'injection, mais l'extrait était vite purifié et 10 jours après, c'était la deuxième injection, ce fut le grand succès. Vous voyez le taux de glycémie qui a vraiment baissé d'une manière significative. Le patient n'avait plus de kétose, il a pu sortir de son état comateux et il a pu vivre après 13 ans étant traité d'insuline. Il est né en 1935, il est né d'une pneumonie. Après, vous voyez, la vitesse, les événements se développent vraiment d'une grande vitesse. 12 jours après, on a déjà l'accord signé pour perfectionner et produire l'insuline. Quelques jours après, c'est déjà les travaux qui sont publiés. Et l'année d'après, Banting et MacLeod reçoivent le prix Nobel. Banting est assez triste que son collaborateur Best n'a pas été assez apprécié et il partage son prix avec Best. Et MacLeod fait la même chose avec Colip. Je vous rappelle, c'était le biochimiste qui a aidé à purifier l'extrait de l'insuline. Ici, c'est une histoire assez inhabituelle que je voulais partager avec vous. C'est la première patiente américaine qui a été traitée par insuline. C'était pas n'importe qui. C'était la fille du maire, du gouverneur de New York à l'époque. Elle avait aussi 14-15 ans comme le premier patient qui a été traité. Une fois que la nouvelle du succès de l'insuline s'est répandue, alors son père l'a vite pris et l'a emmenée à Toronto où se sont faits les premiers essais cliniques. Elle devient une patiente privée de Banting et elle est vite mise sous insuline. Et cette dame, je trouve son histoire assez passionnante parce qu'elle a pu vivre 73 ans étant traitée d'insuline. C'est la première patiente américaine donc vous imaginez l'une des premières patientes qui a pu vivre quand même 73 ans et qui a pu se marier, avoir des enfants et qui a eu une vie professionnelle aussi remplie. Et on pense qu'au total, pendant ces 58 ans qu'elle était traitée d'insuline, elle a reçu au total 42 000 doses d'insuline. Ici, vous voyez son carnet glycémique, c'est la grande mère du carnet que nous on connaît. Vous voyez, c'est vraiment en 1922, les premières glycémies et les premiers résultats de son traitement. Une fois que ce succès fulgurant a eu lieu, Banting n'a pas voulu faire d'argent de sa découverte, quoiqu'il savait que ça va lui apporter beaucoup. Donc, il a transféré le brevet à l'Université de Toronto pour la somme symbolique d'$1. Et par après, ça a commencé avec une grande vitesse, la production. Vous voyez qu'en 1923, déjà, c'est le produit le plus vendu de la firme qui est en question. Et l'arrivée de l'insuline en Europe, nous le devons au professeur Auguste Kroc. C'est aussi un professeur qui a reçu le prix Nobel, qui à l'époque était en tournée en Amérique pour présenter son travail pour lequel elle a reçu le prix Nobel. Il était accompagné de sa femme qui était médecin et qui était diabétique. Et alors, ils étaient très impressionnés par les résultats. Ils se sont rendus à Toronto justement pour pouvoir demander la permission d'avoir l'insuline. Et c'est comme ça que l'insuline est arrivée tout d'abord en Scandinavie. Et par après, il a été développé par le labo que nous on connaît. Je vois que mes 7 minutes sont dépassées. Je peux bon, je vais finir par ça. Je vais finir par une autre grande découverte qui est faite par un autre Frédéric. Cette fois pas Frédéric Banting, mais Frédéric Zanger. C'est le médecin qui a décrit la structure de l'insuline en 1958. Pour lequel il reçoit le prix Nobel. Et en fait, de cette manière, l'insuline devient la première protéine à avoir été séquencée. Frédéric Zanger est l'un des personnes très peu nombreuses qui reçoit le prix Nobel 2 fois. Pas pour la même chose, mais vous voyez, en 1958 et en 1980.
Alors, au début, pendant 20 ans, depuis sa découverte en 1920 jusqu'aux années 80, l'insuline était produite à la base d'animaux. C'était une insuline animale. Et l'une des seules modifications qu'on a fait, c'est de prolonger sa durée d'action parce que le fait de devoir faire de multiples injections a été conçu comme un désavantage. Et alors, en ajoutant de la protamine et du zinc à la molécule, on a pu prolonger son action. Mais par après, donc comme j'ai dit, ça c'est jusqu'aux années 80, mais en ce moment-là, vient la technique de l'ADN recombinante. Et grâce à cette technique, on arrive à synthétiser la première insuline humaine. Ce fut en 1978 par David Gödel. Donc il synthétise la première insuline humaine, qui s'appelle aussi recombinante, et en 1982, elle est mise dans le marché. L'autre étape dans le développement de l'insuline, donc on a l'insuline animale, l'insuline humaine, et maintenant on a les analogues de l'insuline. Comme vous savez, ça peut être des analogues d'insuline rapide et des analogues d'insuline lente. Peut-être je vais parler seulement de l'ICODEC, c'est une avancée toute nouvelle de la technologie. L'idée, c'est une insuline assez lente, une analogue d'insuline lente faite avec la technique ADN recombinante. Cette insuline, elle a une demi-vie de presque 200 heures, ici vous pouvez voir, ce qui fait que elle est injectée une fois par semaine. Donc c'est très pratique pour les patients. Ça a des avantages et des avantages. Donc vous voyez que les effets positifs, c'est qu'il y a un bon effet au niveau de la baisse de la glycémie, mais il y a des désavantages dans la mesure où il y a des maladies intercurrentes ou des efforts physiques assez importants. Il y a alors des problèmes de titration qui se posent, des problèmes assez importants. Pour l'instant, cette insuline n'est pas encore mise sur le marché. Je vais vite sauter ça. Les combinaisons d'insuline, ça on connaît. Et je vais finir par les insulines données par des différentes voies d'administration parce que tout le monde connaît que faire des injections, c'est pas très agréable. Donc, les efforts des médecins se sont orientés pour faire des insulines données d'une autre manière. Malheureusement, pour l'instant, on est très loin de l'insuline orale parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à l'instabilité du produit. Il y a une absorption assez limitée et assez variable. Il y a de grandes variations de biodisponibilité, ce qui fait que cette insuline n'est pas encore disponible. Il y a encore plusieurs essais cliniques qui sont en cours. L'insuline inhalatoire, il y a déjà 2 produits qui sont sur le marché. Le premier déjà étant été retiré parce qu'il n'y a apparemment pas assez de demande. Maintenant, c'est l'insuline toute nouvelle qui est de 2014. On verra ce que le futur va nous dire sur elle. Et l'insuline, vous savez, c'est pas très sympa de se piquer tout le temps. Il y a une autre manière de faire. Ça, c'est l'insuline qu'on peut injecter avec un jet injector. Comment ça se fait? En fait, la pression d'un bouton libère un jet d'insuline à haute pression, ce qui fait que ça entre directement dans la peau. Mais il faut, de nouveau, ça c'est déjà sur le marché, mais il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont posés et que donc on injecte le bouton, mais il y a différentes quantités qui entrent et donc on n'est pas très sûr sur le dose qu'on administre. Et je vais finir par l'insuline du futur. Donc, à quoi ça ressemblait l'insuline idéale? Le but, c'est d'imiter au maximum les propriétés de la cellule bêta, notamment d'avoir une bonne corrélation avec le taux de glucose plasmatique et de pouvoir obtenir un contrôle glycémique sans avoir des risques d'hypoglycémie. Donc, il y a une molécule maintenant qui est en voie de développement. Vous voyez les chiffres. En fait, ça ressemble à ça. Donc, on a l'insuline, mais l'insuline est conjuguée à une saccharide. Et donc, quand le taux de sucre et de glucose est élevé, alors c'est la molécule avec le récepteur de l'insuline qui va se lier à la cellule, qui va produire de l'insuline, et de cette manière, le taux de sucre va descendre. Mais quand le taux de glycémie n'est pas élevé, alors la molécule, elle va se lier grâce à son récepteur saccharide, il va se lier ici au récepteur C de mannose, et puis elle va être vite dégradée, elle ne va pas produire des hypoglycémies.
Ça, c'est aussi dans des stades cliniques, précliniques de développement, mais on espère que ça va venir prochainement. Et je vais finir, donc je vois que je n'ai pas le temps, je ne vais pas abuser de ça. Les thérapies du futur sont basées surtout sur la thérapie génétique. On donne beaucoup d'espoir à ça. L'idée, c'est de modifier le génome de manière que certaines cellules commencent à produire de l'insuline. Tout ça, c'est encore dans le futur, mais peut-être ce futur va être assez proche. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Merci Maria. Donc, je propose que, also wir werden dann frohen Abstellung, also für Herrn Nohalle, wann die 7 Konferenzen launcht sind, dann hat nach Zeit, wo man, da kann ich, wie gesagt, frohe Stellen, respektive Herrn No, mit den verschiedenen Orateuren, das war natürlich ein heftiges Sujet für so klein, für so eine kleine Konferenz. Aber wir fahren dann auch direkt 4 Runden an der Zukunft, wo wir, wo ich ganz froh bin, dass wir Karin Fox als langjährigen aktiven Pädiater und ganz aktiv an der Recherche sind, für uns am Anfang an die 7 Großpunkte zu erklären, die wohin den Typ 1 Diabetes dann kennt, entweder abhalten oder vielleicht irgendwie nie heilen. Und das ist Rosa. Rosa. Ja. Hola, 5 Minuten schon vorbei. Okay, 1, 2, du geht es. Merci vielmals für Vertrauen zu geben, für 7 Approchen, für ein Progress vom Diabetes hinzustellen als unmöglich. Ich probiere also ein paar Sachen rauszuholen, die immens wichtig sind, und wo ich meine, dass es eine Chance vom Succès hat. Erste Sache, ich gerne wohl so ein Diabetes ist nicht mehr wie am 1921 oder 4 drin, dass man nur schwätzt von dem Moment, wo die Hyperglykämie da ist. Das ist nicht der Moment, wo der Diabetes aufhängt. Wir müssen schon gucken, weil die Phasen viel frei Genetik, wenn kann man geboren oder schon 4 drin, die erste Phase, die da passiert, da haben wir eigentlich schon, können wir noch nicht schwätzen von Diabetes, aber schon ganz schnell durch die Interaktion kann man Antikörper entwickeln. Blutzucker ist formidabel, das sind sie nicht. Das ist aber schon eigentlich den Stage 1, Phase 1 vom Diabetes. Stage 2 ist noch nicht, wenn der Zucker die ganze Zeit hoch ist. Die Antikörper sind immer noch da, aber da haben wir dann die Phase, wo eine Dysglykämie da ist, wo entweder ein bisschen mehr hoch ist, man ist frei, oder mehr hoch ist, wenn man ganz viel Zucker an seinem Körper abkriegt. Und den dritten ist eigentlich der Moment, wo wir am meisten darüber schwatzen, wenn der Diabetes entdeckt ist oder diagnostiziert ist und behandelt werden muss. Hier haben Sie ein Diapo und ich hoffe, dass Sie alles ganz genau verstehen, was da drauf steht. Auch wichtig ist hier dran, ist eigentlich wieder die verschiedenen Phasen, die wir nur kennen. Und ich kann euch sagen, schon 40 Jahre, 4 Jahre habe ich angefangen mit dem Diabetes. Da wären nicht Antikörper, das wäre die Ursache vom Diabetes. Lo ist das schon längst fort. Lo mengen wir noch, dass die Perturbationen am zellulären Immunapparat eine Rolle spielen. Der Stress vom Beta-Zell, also den Beta-Zell, ist klein, aber nicht lang. Wir wissen nicht, ob die Beta-Zell ist, die krank ist, schon 400 hohe Blutzucker da ist, dass man nicht reagieren, dass eine Genetik hat, die nicht appropriiert ist. Oder ob es den Attack ist von den zellulären Immunzellen oder dass es schon etwas anderes ist. Hier haben wir den Darm von Leid. Ein Virus, was zurückgeht an der Bauchspeicheldrüse bei den Inseln oder Bakterien, die da eine Rolle spielen. Über den Immunapparat, über den Beta-Zell, könnten Diabetes nur 4. Aber die Ursache, die haben wir immer noch nicht.
Also das ist ganz wichtig für auch die nächsten 3 Minuten, wo ich probiere, noch die 7 verschiedene Approchen vorzustellen, die 2 Sachen festzuhalten. Es gibt schon 3 Phasen, 4 drin, eigentlich, die man inkludiert gehen müssen, wenn wir über Diabetes schwätzen. Und 2, das extrem viel mehr komplex gehen, aber wir haben die Ursache noch nicht. Also, die 7 Approchen, die ich kurz durchhören will, wirklich aus den ersten schon präsentiert von Maria, Transplantation vom Pankreas an ILO, Zellen souche encapsulé, das sind die Stammzellen. Und das ist etwas ganz Interessantes. Den Immunapparat beeinflussen, durch den zu blocken, das ist ziemlich rigourös. Vaccination bei einer ganz gewissen spezifischen Gruppe, die GATT 65, ein von den Antigenen Gruppen, können wir gesehen, was der Antikörper beileitet. Eine Intervention, die kein Succès wäre, aber wo ich meine, dass es ein bisschen lehrt, oder wo wir vielleicht sicher müssen in Zukunft. Die nächste Transplantation, die Mikrobiom, die just seine ersten Resultate gewiesen hat, obwohl das schon länger 3000 Jahre vier drum probiert hat, bei ganz vielen verschiedenen Krankheiten, aber mit ein bisschen mehr Succès. Und das nicht Wichtige natürlich, 4. Moment, das nicht sicheren. Das ist die gute metabolische Kontrolle. Okay, Transplantationen. 4. Moment, ganz viele Sachen sind probiert gehen, ein Steck vom Pankreas zu hören, von einem identischen Zwilling, das hat nicht geklappt, weil was wir immer wollen, ist, dass eine Immunosuppression dabei gemerkt gehen muss. Kann man sagen, man hat lieber eine Immunosuppression wie Insulin, das sind Sachen, die man diskutieren kann. 4. Moment sind die Transplantationen, die het meest Succès haben, sind die zusammen gemacht haben, wenn ein Nierentransplant gemacht werden muss. Da sehen wir, dass ein Survie Doras gesund geht bis 50%, ist noch ganz limitiert am Chiffre. Wir schwätzen über 1500, vielleicht 2000 Leute. Also ich denke, dass wir das immer ganz kritisch gucken müssen, von was ist richtig ohne Insulin, wo ist es aber noch mit einer kleinen Dose und so weiter. Große Problem ist natürlich die Effekte, die aber noch oft limitiert an der Zeit ist, sicher wenn die Immunsuppression gestoppt geht. Zweite Problem natürlich, was wir gesehen haben, wir haben nicht genug Donoren, wenn wir schon einen Schritt mehr weit wären. Und das wird wieder trecken, Immunsuppression à vie. Die Cellules souches encapsulées. Riesenproblem beim Transplantationen, was wir schon gesehen haben, ist Rejet. Man braucht Immunsuppression. Nun sind die Leute, die haben eine Kapsel entwickelt, und die entwickeln die ganze Zeit neue Kapseln, was wir hier gesehen. Und damit sollen eigentlich den Immunzellen keinen Abfluss haben und keine Rejet verursachen. Nun, für 3 Jahre war das alles super weit und das gibt eine Solution Sinn. Cellules souches, die haben wir schon umbauen können an Inselzellen, weil die Beta-Zellen lang ist nicht genug. Transplantation mit nur Beta-Zellen ist auch probiert gehen. Man braucht die Insel für all die Informationen und das Schwätzen zwischen die verschiedenen Zellen. Nur so 2 Jahre, 4 drin, 3 Jahre hat entwickelt, 2 Jahre, 4 drin. Silence total. Aber nun gebe ich euch und guck auf der Website. Die sind aktiv am Phase 2 dazu testen. Die haben neue Kapseln entwickelt, neue Materialien entwickelt. Und ich denke, dass das ganz interessant ist, weil wir haben halt 2 Sourcen, die Cellules souches und 2 die Kapseln, die gemacht sind. Dann der Traitement Antikörper. Wenn Sie den Journal lesen, dann ist Teplizumab schon fast bei uns arriviert. Das ist ein Anti-CD3, Antikörper monoklonal, was eine ganz spezifische Aktion hat, für zu blocken, dass die Antikörper sich entwickeln und die Zellen aktiviert gehen, die den Beta-Zellen sollen attackieren. Die T-Zellen, die sollen blockiert gehen. Interessant, ich denke, dass man noch Vorsicht sein soll, auch wenn da Diskussionen sind bei den 2 Organisationen, FDA und EMA, 100 schon evaluiert, die sind am Gange noch darüber zu diskutieren. Der Effekt ist für den Moment noch limitiert und froh ist, ob man das Medikament dann lang zurückkriegen muss.
Effet sekundär, wenn man lebenlang Immunsuppression hat, das ist aber auch Immunmodulation, das ist vielleicht nicht eine komplette Suppression, aber das ist immer noch nicht 100% spezifik. Was sind zwischen, wenn man über Kanne schwätzen am Diabetes, langzeitigen Effekten, müssen wir hier auch, das sehen Sie bei den nächsten, eine ganz spezifische Population von Personen mit Diabetes ranbeziehen oder ist das auch für alle Personen, die Diabetes haben, in menschlichen Therapie? Viele Fragen noch nicht für alles antworten. Vaccination, auch ganz populär. Die New England lesen, die haben gesehen, dass das schon absolut an der Marche sein soll, aber leider, die haben das ein bisschen modifiziert, die haben die letzten Publikationen und die letzten Evaluationen in ganz spezifischen Subgruppe Genetik identifiziert. Also ich meine, du hast doch wieder so wichtig, eine Person mit Diabetes als nicht die andere mit Diabetes. Wahrscheinlich haben wir ganz viele verschiedene Formen und verschiedene Ursachen, die vielleicht auch am langen eine andere Behandlung brauchen. Insulin für jeden Frieden, und das ist ein Endeffekt. Aber Prävention oder arrêter la progression ist vielleicht nicht das nämlich. Jedenfalls, hier muss man nur am Ganglion Lymphatik injektieren mit ein klein bisschen Vitamin D dabei. Bei einer gewissen genetischen Subgruppe, der HLA-DR3 und DQ2, haben Sie einen guten Effekt gesehen. Bleibt nicht. Intervention alimentaire, das war an den nordischen Ländern ein super Effekt, wenn man bei der Gruppe, die 4 Gruppen, die ein genetisches Risiko hat für Diabetes zu entwickeln, in ganz spezifischen gesunden Alimentation oder eine Alimentation ohne lait de vache en viande de bœuf bei Allaitement überdrohen. Mama dürfte auch keine lait de vache trinken. Dann hat es geklappt. Das war eine richtige Reduktion an Diabetes. Dann haben sie weltweit geguckt, leider noch 15 Jahre, wo wir konstatieren müssen, dass den spezifischen Approach bei der großen Population nicht genug effektiv wäre. Aber vielleicht können wir davon lernen, dass es ein bisschen ganz frei eine Rolle spielt, aber wir haben vielleicht noch nicht auf das richtige Molekül getippt. Vielleicht müssen wir auch Mikrobiom gucken. Die erste Transplantation, ja, ich konnte das nicht fortlosen, weil das nur in ganz kleinen Studien, und ich muss sagen, das ist ein Teileffekt, aber ich denke, dass das etwas Neues ist. Wir müssen nicht denken, dass wir nur immer die nämlichen Immunzellen aufpacken. Wir müssen gucken, was ist viel drum passiert? Was ist die richtige Ursache vom Diabetes? 20 Personen, die haben 3-mal einen Transplant gekriegt und die haben in langere Remission. Also ich meine, für den Moment noch keine Garantie, aber nur etwas, wo man drüber nachdenken muss. Die Kontrollmetabolik. Ich meine, das ist etwas, Glucose, Hyperglykämie, den hohen Zucker, ist toxisch für die Beta-Zellen. Also wir müssen probieren, so gut wie möglich Kontrolle zu haben. Das ist eine Garantie. Pancreas artificiell, du hast schon kurz drüber geschwärzt, die neuen intelligenten Insulinen, ich meine, das vielleicht damit in ganz langzeitigen wäre interessant. Aber ich denke, wir müssen für den Moment auf die ganz gute Kontrolle schaffen, Reduktion von hohen und niedrigen Blutzuckern, dann hoffentlich, dass wir über die nächsten paar Jahre mehr verstehen und damit auch besser können intervenieren bei den verschiedenen Personen mit Diabetes. Und es sind auch vorbei die 7 Minuten. Entschuldigung. Merci. Merci Karin. Ja, gesehen wir das viel nach spannend zu sehen. Den nächste Sujet, wo wir Gesicht tun, also wo man rausgewählt tun, haben wir nicht gemerkt, dass die Vaccination, von der in den letzten 2 Jahren so viel geschwärzt wird, ganz aktuell wäre. Aber ich meine, die Idee war aber schon, dass man am Anfang wollten mehr allgemein gucken, für was es wichtig ist, dass Leute mit Diabetes sich impfen und auch gehen werden. Und dafür bin ich froh, dass wir Dr. Staub als responsable von dem Service National des Maladies Infectieuses sind für uns von dem Sujet zu schwätzen. Merci. Merci für die Invitation. Ich parle weiter Französisch, sonst werde ich nie die 7 Minuten halten. Ne? Alors, j'ai choisi quelques vaccins.
J'ai commencé par le vaccin Covid, quand même pour être un tout petit peu dans l'actualité. Ensuite, j'ai mis le vaccin grippe, le vaccin tétanos, diphtérie, polio, coqueluche, le vaccin pneumocoque et le vaccin Zona. Pourquoi les patients diabétiques doivent se faire vacciner? On sait que les infections vont déséquilibrer le diabète et parfois de manière très importante, qui peuvent parfois même aboutir à l'acidocétose. Et donc, c'est important de prévenir les infections. Et on sait aussi que les patients diabétiques sont plus à risque de faire des infections plus sévères. Pour le vaccin Covid, donc vous savez qu'il y a une épidémie qui est apparue donc en Chine en fin 2019 et qui s'est répandue sur toute la planète pour provoquer la pandémie, avec maintenant 250 millions de patients et 5 millions de décès. On a eu des vaccins disponibles très rapidement à la fin de l'année 2020 et puis rapidement plusieurs vaccins, donc des vaccins à ARN messager comme le Pfizer-BioNTech, le vaccin Moderna et puis ensuite les vaccins à adénovirus d'AstraZeneca et le Johnson & Johnson. Le diabète est un facteur de risque de faire des formes graves de la maladie. Est-ce que pour la phase qu'on a eue, on n'a pas eu des patients uniquement diabétiques qui ont fait des formes graves, mais souvent c'est des gens qui ont un syndrome métabolique. Mais on sait que le diabète est un facteur de risque pour faire des formes plus graves que chez les gens qui ne sont pas diabétiques. La nécessité d'une dose de rappel est apparue rapidement, puisqu'on sait que c'est Israël qui a commencé à vacciner une grande partie de sa population au mois de décembre 2020, et on s'est aperçu au mois de juin 2021 qu'on a eu une augmentation du nombre de cas, et donc ils ont commencé en juin 2021 à vacciner 1 million de personnes, et ils l'ont comparé aux personnes qui n'ont reçu que 2 doses, et il y avait une réduction de 20% des hospitalisations chez les personnes qui ont eu 3 doses. Les effets secondaires du vaccin, tout le monde sait, hein, ça peut donner des douleurs au point d'injection, un syndrome grippal, des myocardites, surtout pour le vaccin de BioNTech Pfizer et Moderna également, et des thromboses. Le vaccin grippe. Donc la grippe est une infection saisonnière avec des souches virales qui évoluent tous les ans. Donc le vaccin, actuellement, on a un vaccin tétravalent, ça veut dire qu'on a 2 souches A et 2 souches B dans le vaccin. Il est adapté tous les ans, donc au mois de juin, c'est l'OMS qui détermine les souches qui doivent être présentes dans le vaccin en se basant sur les souches qui ont circulé dans l'été austral, donc notre hiver dans l'hémisphère sud. La vaccination doit se faire 1 fois par an et doit être adaptée aux nouvelles souches. Et on se vaccine en général au début de la période hivernale. Donc là, la vaccination contre la grippe a commencé. Donc il faut pas perdre trop tôt. Enfin, septembre, c'est peut-être un peu trop tôt parce que les épidémies, elles surviennent surtout en janvier. Et donc on pense que si on vaccine les gens trop tôt, ils risquent de ne pas être protégés pour le mois de janvier. Mais par exemple, fin octobre, c'est le meilleur moment. L'efficacité, c'est pour protéger ou au moins atténuer les symptômes et leurs conséquences. On pense que ça peut diminuer les formes graves, mais ça ne peut parfois pas empêcher la grippe de survenir. On mesure toujours à la fin de la période d'activité grippale l'efficacité du vaccin, et souvent on n'a qu'une efficacité de 50% de vaccin. Les effets secondaires, c'est une rougeur et une douleur au point d'injection. On peut également avoir de la fièvre, des douleurs musculaires ou des nausées qui peuvent survenir dans les jours qui suivent la vaccination. Le vaccin tétanos, diphtérie, polio, coqueluche, il est administré au Luxembourg tous les 10 ans, alors que la France, elle a adopté un schéma différent, une dose à 25 ans, à 45 ans, 65 ans, tous les 10 ans. Nous, on a préféré garder tous les 10 ans parce qu'on est passé de 5 ans à 10 ans et on a l'impression qu'il y a déjà une difficulté avoir vraiment un vaccin tous les 10 ans, et on craint qu'une protection surtout de la population plus âgée ne sera pas efficace. Les diabétiques ont plus souvent des plaies, ils ont des ulcérations, et donc c'est un facteur de risque pour l'acquisition du tétanos. Le tétanos, c'est un bacille qui se trouve dans la terre, donc si on a une plaie et on a un contact avec la terre, ça peut être une porte d'entrée.
Ensuite, la coqueluche. La coqueluche est recommandée pour toute la population. C'est pas une maladie très grave chez l'adulte, mais on le recommande surtout pour protéger les nouveau-nés. Et donc, ce qu'on appelle le cocooning, c'est d'essayer de protéger toutes les personnes qui vont être en contact avec les nouveau-nés, en particulier les parents. Donc, on vaccine la femme enceinte pendant la grossesse pour elle protège l'enfant à la naissance. Et on essaie aussi de favoriser la vaccination des grands-parents qui vont être en contact avec les enfants pour qu'ils ne transmettent pas la coqueluche aux nouveau-nés. Les effets secondaires, c'est essentiellement une douleur au point d'injection. La vaccination pour le pneumocoque, donc il existe 2 vaccins différents pour le pneumocoque, un vaccin conjugué qui s'appelle le Prevnar 13 et un vaccin polysaccharidique qui est le Pneumovax 23. Le Prevnar 13 fait partie du calendrier vaccinal, donc les enfants reçoivent 2 doses dans la première année, puis un rappel un an après. Et le Pneumovax est recommandé uniquement pour l'adulte. Le risque pour la personne diabétique de contracter une infection à pneumocoque est plus élevé que celui des non-diabétiques, et le risque serait encore plus important chez les moins de 40 ans. Nous n'avons pas mis les diabétiques dans notre recommandation pour la vaccination pour le pneumocoque au Luxembourg, mais ce sera peut-être à reconsidérer. L'Organisation mondiale de la santé et les instances américaines le recommandent. Donc, c'est surtout pour protéger contre les formes graves de l'affection à pneumocoque, qui sont les pneumonies et les méningites. On fait d'abord un vaccin conjugué, et puis on fait un vaccin qui va s'être administré chez l'adulte qu'une seule fois, et parce qu'on pense qu'il confère une protection à vie. Et alors, on fait un vaccin polysaccharidique il faut attendre au moins 8 semaines avant de l'administrer, et on peut répéter 5 ans plus tard. Pour les Américains, ils ne le font que 2 fois. Et en Europe, le pneumovax n'est pas toujours recommandé au-delà de l'âge de 80 ans. Les effets secondaires, c'est également une douleur au point d'injection, de la fièvre, des douleurs musculaires. Le vaccin pour le Zona. Donc, il existe 2 vaccins. Le Zostavax, qui est un vaccin vivant, et le Shingrix, qui est un autre vaccin qui n'est pas vivant, qui est un vaccin tué. Le Zostavax ne peut pas être administré aux immunodéprimés et l'efficacité est quand même relativement modérée. C'est le vaccin auquel on a accès pour le moment, et donc il y aura un autre vaccin qui est le Shingrix, mais qui n'est pas encore disponible au Luxembourg. Il y a des difficultés de production, donc on peut en avoir via l'Allemagne. Et là, ils ont une autorisation au-delà de l'âge de 50 ans. Et il est surtout recommandé pour les immunodéprimés qui font des zonas à répétition, mais ça peut également être recommandé pour les patients diabétiques au-delà d'un certain âge. On n'a pas encore fait de recommandation au Conseil supérieur des maladies infectieuses pour la vaccination contre le zona. En conclusion, donc les vaccins de la population générale, tétanos, diphtérie, polio, coqueluche, le vaccin Covid et les vaccins supplémentaires, la grippe, le pneumocoque et le zona. Je vous remercie. Moi, j'ai fait les 7 minutes, hein? Ouais. Moins de 7 minutes. Donc, on va pouvoir continuer. Also dann immer Lofierungen, wir bleiben nochmal echt auch am Kontext von den Neuigkeiten an viel von euch haben das bestimmt schon ausprobiert, die neuen Manieren für den Blutzucker zu messen, haben an den letzten Jahren stark gewechselt. Und dafür hat doch viel Änderungen mit sich gebracht für die Interpretation. Und dafür sind ich froh, dass wir den Vianney Meyer haben, den uns über die neue... À gauche, à gauche, à gauche. Encore à gauche. Voilà. Ja. Über die neue Methode für den Blutzucker zu kontrollieren. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, Vianney Meyer, je suis l'infirmier en charge du diabète au CHEM à Esch. Et donc, je vais vous parler en 7 minutes des nouveautés CGM, mais plutôt de l'autocontrôle revisité, puisque tout ce qui est nouvelle technologie, c'est un petit peu mon dada. Alors,
D'abord un peu une définition. La mesure en glucose continue, c'est un appareil qui mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel, le liquide qui remplit l'espace entre les cellules et les capillaires sanguins. Le dispositif est composé d'un capteur qui est à placer sous la peau, souvent avec un injecteur, et ce capteur va détecter et mesurer le glucose interstitiel. Alors, on a des capteurs qui existent aussi qui sont insérés directement sous la peau et où on va avoir un transmetteur qui va être donc soit attaché directement au capteur, soit collé sur la peau à proximité du capteur et qui va transmettre les informations vers le récepteur. Et le récepteur, c'est soit un appareil à part, soit maintenant avec les nouvelles technologies, soit c'est un smartphone, ça peut être une pompe à insuline, ça peut être une smartwatch. Je mets un petit guillemet avec, sans vouloir le citer, le freestyle libre, qui n'est pas réellement un capteur de glucose en continu. On appelle ça un système flash d'autosurveillance, puisque à chaque fois, on va chercher les résultats. Ils viennent pas tout seuls sur l'appareil, mais on va dire que c'est le cousin. Quelques faits généraux. Alors, la prise en charge par la CNS pour le système flash, c'est pour tous les diabètes traités par multi-injection quotidienne. Qui est des CGM, c'est pris en charge par la CNS dans le cadre d'un diabète de type 1 et de type 2 dans certaines situations à haut risque. Par exemple, pour les patients qui ne sentent absolument pas leurs hypoglycémies, on a déjà eu des patients à qui ça a probablement pu sauver d'une hospitalisation parce que si en pleine nuit ils se retrouvent à 40 sans le ressentir une alarme, ça peut aider. Presque toutes les firmes dans le domaine de la mesure glycémique qui sont présentes au Luxembourg ont un CGM au catalogue, où on va en proposer un prochainement, donc c'est bien, ça fait de la concurrence, et puis chacune apporte peut-être une plus-value. Et il y a actuellement des réelles avancées technologiques sur les générations actuelles, avec de nombreuses alarmes, des alarmes avant l'hypoglycémie, des alarmes hypoglycémie, des alarmes hyperglycémie, une précision qui est accrue, une disparition progressive des calibrations, parce qu'il existe encore certains systèmes où il faut calibrer périodiquement avec une glycémie capillaire. Et enfin, ces appareils sont de plus en plus connectés, donc comme dit, avec pompe, smartphone, smartwatch. Ce que ça donne après, pour le professionnel de santé, eh ben, il faut rester formé en continu, parce qu'il y a des nouveautés. Tous les quelques mois, on voit un nouvel appareil sortir, des nouvelles options. Donc, ça nous oblige à toujours être au courant des nouveautés. Ça nécessite plus de temps pour expliquer les choses aux patients. C'est des consultations qui sont plus techniques, puisque du coup, on arrive sur des appareillages qu'il faut parfois brancher, parfois il faut demander à voir les résultats par email, il faut paramétrer, il faut analyser toutes ces données qui sortent. Mais pour les professionnels, c'est aussi une meilleure évaluation de l'efficacité du traitement et aussi de l'adhésion, de la compréhension et de la participation du patient. Pour le patient, avant tout, la première chose, c'est le confort des doigts. Plus besoin de se piquer au niveau des doigts. C'est des informations en continu qui vont être probablement et sûrement source de stress. On va parler du stress tout à l'heure. Mais quand on n'a pas l'habitude de voir toutes ces informations 24 heures sur 24, du jour au lendemain de se retrouver avec à savoir à combien est la glycémie avant la douche, après le petit déjeuner, après avoir fait les courses, c'est toujours un peu étrange et c'est un peu difficile à gérer au début. Pour le patient, il y a moins d'excursions en hypo ou en hyperglycémie, puisque du coup, on est prévenu en amont par une alarme. Il y a une meilleure compréhension du fonctionnement du traitement, puisque du coup, on voit en temps réel ce que ça fait. Si vous faites votre injection, si vous faites du sport, ce que vous mangez, vous voyez après ce que ça donne directement avec les courbes. Et puis, par contre, il y a plus d'investissements nécessaires, parce que du coup, avant, on mesure la glycémie 3, 4, 5, 6 fois par jour, et bien là, ça oblige un petit peu à réfléchir, à voir ce que ça donne, si on fait son injection à tel et tel moment, si on fait du sport à tel et tel moment, donc il y a une réflexion nécessaire. Alors, je voulais parler des nouveautés, et puis finalement, il y a beaucoup de nouveautés techniques, et les firmes sont présentes aujourd'hui, donc je pense que c'est plus pertinent d'aller voir ce qui est technique directement auprès des firmes. Moi, ce qui me paraissait intéressant de soulever, c'est un peu le côté résultat qui est revisité. Parce que
Dans le meilleur des cas, en mesurant au doigt, on pouvait avoir ça, ou alors avec des logiciels qu'on pouvait avoir en branchant l'appareil sur un ordinateur. Dans certains cas, on pouvait avoir juste ça, c'était à nous d'aller chercher les résultats dans l'appareil. Et puis pour le patient, ben voilà, ça demande une charge de travail. Et pour le patient, c'est aussi parfois un peu flou. L'HbA1c, c'est un chiffre. Ben, le médecin lui dit c'est bien, c'est pas bien, il faudrait avoir un petit peu plus, un petit peu moins. J'ai des patients, ben voilà, c'est même après avoir expliqué à plusieurs reprises, ben ça reste un chiffre sur du papier. Donc le chiffre sur le papier qui mène, qui guide un peu toute sa vie, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, avec les CGM, on arrive à des résultats comme ça, donc c'est encore plus flou. Puisque du coup, vous avez des courbes, vous avez une montagne de courbes, de camemberts, des superpositions, des tendances, ça va un petit peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vous dis qu'aussi c'est important d'être formé. Mais moi, ce que je voulais soulever un petit peu aujourd'hui, c'était ce qui est time in range, le temps dans la cible. C'est un objectif qui est fixé entre 70 et 180. Donc là, je remercie mes 2 patients qui m'ont donné leurs résultats. Ici, avec une moyenne de 144, on voit que mon patient, il est 67% du temps entre 70 et 180, et à côté, 48% du temps. Il y a des recommandations internationales concernant ce time in range, avec par exemple pour diabète et type 2 sous action, on a plus de 70% du temps. Je vous ai mis à côté combien de temps ça représente dans une journée de 24 heures. Donc 70% du temps, en fait, ça représente donc 16,8 heures par jour. C'est déjà pas mal. Pour ce qui est personnes à risque, les personnes âgées, ben, on voit qu'on diminue par exemple ces objectifs, puisqu'on ne veut pas qu'ils fassent d'hypoglycémie, on préfère qu'ils soient un petit peu plus souvent en hyperglycémie. Vous avez ce qui est aussi grossesse et diabète, et des recherches qui sont encore en cours pour ce qui est diabète gestationnel. Donc, le temps dans la cible, c'est quelque chose qui est parlant par rapport à l'HbA1c, parce que si on reprend le chiffre 7 de nos conférences, eh ben, le chiffre 7, pour un patient, ça va être, il va se dire, ben voilà, j'ai une moyenne de 154 en continu, donc c'est à peu près correct, mais 7% et 154, ça peut donner aussi ça. Donc on voit les différences. On peut très bien être en hypoglycémie, en hyperglycémie, des périodes de valeurs correctes. On peut très bien être des valeurs correctes le plus souvent, mais avec quelques pics. Et on peut aussi avoir, toujours très bien, donc comme tout au bout, avec le time in range, ça donne plutôt ça. Donc c'est tout de suite un petit peu plus parlant, et on arrive plus facilement à cibler les problèmes aussi. Ben, si on voit qu'ici un patient à 20% là, on sait déjà que ben voilà, c'est peut-être une zone à investiguer pour voir d'où viennent ces hypoglycémies. Là, avec 70%, on est déjà dans les objectifs internationaux. 100%, c'est parfait. C'était surtout par rapport à ça, en fait, que pour moi, ça me paraissait important, en fait, de parler de la mesure glycémique revisitée, parce qu'on a une autre approche des résultats. Et pour le patient, c'est important aussi de le savoir, parce qu'on a des patients qui viennent, qui ont un CGM, et en fait, ils regardent juste la valeur au moment donné, avant de manger, après de manger, et ce qui est résultat, en fait, il confie un peu à son médecin ou à son soignant, alors que, voilà, c'est très parlant. Pour conclure et être dans les temps. Non, je peux. Non. Oui, c'est ça. Donc, le CGM, c'est beaucoup de nouveautés, mais ce n'est pas des miracles. C'est pas parce qu'on a un CGM que tout va s'améliorer. Ça demande une grande participation pour le patient, parce que, comme dit, en fait, il a beaucoup d'informations, mais on a aussi besoin d'informations en contrepartie, parce que dans le CGM, s'il n'est pas relié à une pompe, c'est important de renseigner ses injections, ses repas, les différents événements de la vie. Ça permet de comprendre mieux les courbes et mieux de les expliquer, et puis de mieux pouvoir aider. Ça nécessite des formations pour le patient. Ça demande beaucoup de temps d'expliquer les choses, mais ça ne remplace pas un suivi régulier dans le cadre du diabète. Voilà.
D'accord. D'accord. Bitte weiter am Hai von der Strecke. Okay. Stress also wichtig Faktor, den immer rumkehrt, dazu, wenn durch den Stress als mein Zucker kommt, weil die Zuckerhuse, wenn ich Stress und dann geht den Zucker hoch, geht den Ruf. Und dafür haben wir gemeint, es wäre mal ein Kehr in der Zeit für zu gucken, was die Relation zwischen dem Stress und dem Zucker dann ist. Und dafür bin ich froh, für Daniel de la Hamet, was aus dem Kirchbierger Spital von der Equipe vom Kirchbierchen, für uns das Thema dann zu präsentieren. Okay. Oder begeht. Ja, so geht, ne? Voilà. Gut, also Zuckerkrankheit am Stress. Die erste Frage ist mal, was geschieht am Körper an einer akuten Stresssituation? Die übliche Reaktion ist entweder streiten oder laufen. Und dafür gibt es am Körper dann noch eine Standardreaktion. Da gehen an so einer Situation gehen am Kopf Hormone freigesetzt, die dann ihrerseits auf Nebennieren wirken, die sogenannte Stresshormone freisetzen. Das den Adrenalin und den Cortisol führen allem, an den möchte der Körper dann soweit bereit für an einem Streit oder einer Flucht zu reagieren. Da geht dann zum Beispiel der Blutdruck an die Blut, da geht der Puls an die Blut, die Bronchien gehen nicht ab. Für dann noch genug Energie zu holen, wird effektiv an dem Moment auch aus der Leber mehr Zucker freigesetzt. Ne? Das heißt, das ist absolut richtig für zu sagen, an einer Stresssituation klumpen Zucker, das ist so viel gesehen. Wir wissen heute, dass nicht nur an der akuten Stresssituation den Zucker kann klommen, aber wir wissen noch, dass chronische Stress, den immer rumkommt, der lang andauert, tatsächlich ein Risikofaktor ist für bei Patienten, wo schon ein Zucker bekannt ist, wirklich Zuckerwerte durch Ernährung zu bringen. Das ist wohl so, dass Patienten, die latent und Typ 2 Zucker haben, Risikofaktor für einen Typ 2 Zucker haben, dass du durch wirklich chronische Stresssituationen kann ein Typ 2 Zucker manifest gehen. Voilà, wie funktioniert das? Bon, wir haben die Sache mit den Stresshormonen, die wir gerade gesehen haben. Dann ist es aber so, dass viele Leute an Stresssituationen nicht ganz adäquat reagieren, sind die dann aufhängen, egal was sie sind, die Alkohol trinken, die sich auf die Kanapé setzen, den ganzen Tag für einen Spieler zu spielen, die sie nach mehr stressen. Das alles bringt den Zucker natürlich auch mehr durch Ernährung. Da gibt es chronische Komplikationen vom Stress, wie Schlafprobleme zum Beispiel oder Gewicht dazu oder Umfeld. Auch da kann den Zuckerequiliber verändern. Finalement ist es so, dass Leute, die natürlich dauerhaft gestresst sind, auch wirklich nicht die Zeit haben, für sich so um ihren Zucker zu kümmern, wie sie vielleicht sollten. Das wird dann auch zur Konsequenz, dass die Werte nicht so gut sind, wie sie sollten sein. Voilà, für welche Stressfaktoren schwätzen wir? Wie gesagt, also chronische Stresssituationen, die immer rumkommen, die lang unheilen, an der Familie oder am Beruf, kommen durchaus froh. Es gibt aber noch zwei groß andere Stressfaktoren. Das erste ist wirklich, wir sind heute ein Zuckerpatient, das Gefühl hat, dass mit seiner Krankheit nicht wirklich wenn man nicht akzeptiert, dass man mit seiner Krankheit auch nicht seriös geholt wird aus seinem Umfeld, ne? Bei seinen Freunden, ob der Erbisch, an der Familie, dass, wenn man Gefühl hat, hier kümmert sich zwar nicht, was geht mir auch den anderen, das ist ein bisschen egal, das kann ein Patient extrem stressen, das hat auch Reperkussionen auf die Krankheit. Schlussendlich, wir sehen halt auch, dass durch Zuckerkrankheit selber massive Stress kann entstehen, ne? Das ist etwas, was natürlich schon immer so war, was nicht so thematisiert warum also dann die Idee vom Stress, die kommt durch eine chronische Krankheit, wo in einem Stück musst du denken, wie gesagt schon, das ist ein massiver Stress für den Patienten. Den ist dann nur ein bisschen an der schwierigen Situation, dass gleichzeitig den Zucker im Stress möchte, dann dieselbe Stress den Zucker durch die bringt. Das kann es sehr Vision geben, wo der Patient relativ schwierig kann dran rauskommen, pardon, will nicht so richtig,
An den englischsprachigen Länder, wo das Ganze ein bisschen mehr frei thematisiert ging, als hun se den Begriff vom Diabetes Distress fand, da das also wirklich so emotionale Stress, den wirklich durch Zuckerkrankheit kommt. Also durch den Fakt, dass ein Patient wirklich eine lebenslange Krankheit hat, dass gerade am Typ 1 Zucker wirklich 24 Stunden den Tag sich muss darum kümmern, 40 Spritzen, 14 Mosen, 4 das richtig ziehen sind, 4 nicht alles können zu machen und so weiter. Dabei kommen natürlich Ängste, die nicht zuckerkrank Leute nicht tun, weil dann nämlich Ängste für Komplikationen, für akut Unterzuckern, Ängste für vielleicht ob der Arbeit nicht können Matze haben, seine Arbeit zu verlieren, für finanzielle Probleme zu haben. Und dann auch wirklich, das gilt auch gerade für den Typ 1 Zuckerpatienten natürlich die Frust, wenn er wirklich alles probiert, da klappt es ja aber nicht so, wie es hätte sollen. Den dauerhaften Frust kann ein Patient wirklich auch massiv demotivieren, aber für alle massiv stressen. Voilà, wir wissen halt, dass gerade mit Typ 1 Zucker all gefeierte Patient durchaus Probleme hat. Dasselbe gilt quasi auch für den Typ 2 Zucker mit Insulin, auch sogar Patienten mit einem Typ 2 Zucker, die just Pillen holen, sind du hast effektiv all Zinten wahrscheinlich betroffen, dass so Stresssymptome hat. Das geht oft damit, dass den Zucker nicht gut equilibriert ist, was dann logisch ist. Die Symptome sind dann oft der Patient ist schlecht equilibriert, wie soll ich sagen, ein Verzweiflung, denke ich, ob, das gibt dann oft als Symptom schon erkannt, mir oft falsch verstanden, ganz oft gehen die Symptome dann mit einer Depression verwechselt. Das ist ein reelles Problem, weil eine Depression ist eine psychische Krankheit, ne, die eine spezielle Behandlung braucht, während den Stress durch den Zucker ist für Anfang eine verständliche Reaktion, die kommt durch ein reelles Problem. Ne, das muss natürlich, das ist eine Sache, und das muss natürlich auch nicht behandelt gehen. Dafür ist es wirklich wichtig, für die Sachen auseinanderzuhalten. Und dazu kommt natürlich, dass die richtige Depression bei Zuckerpatienten auch nicht mehr häufig ist wie bei Nicht-Zuckerpatienten an, dass es effektiv Patienten gibt, die zwei haben. Ne? Das möchte ich natürlich nicht mehr einfach. Und dafür ist es wichtig, für die genau zu gucken, wo Stimme an was können wir machen. Für das zu evaluieren, besteht bei einem Patienten tatsächlich Stress durch den Zucker, sind entretemps Tester entwickelt gehen, die zwei klassische aus der PID und DDS, wo der Patient kann ukreizen, oder so Fragebogen, wo so von 1 bis 6 kann ukreizen, ne? Da ging da vorgestellt zum Thema, ja, wie fühlt es sich vis-à-vis von seiner Krankheit, wie hat den Ängsten vis-à-vis von Komplikationen von seinem Zucker. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wie geht es mit seinem Doktor, mit seinem Firma, mit seinem Team, das behandelt, wie fühlten sich da verstanden, wie fühlten sich en charge geholt, das ist auch ganz wichtig, da sind noch ein paar Fragen dazu an den Tester dran, wie gesagt, wie fühlten sich akzeptiert, bei seinem Entourage, bei seiner Familie, bei seinen Freunden, hat ein Gefühl, dass die seine Krankheit auch seriös wollen, dass sie da so akzeptiert, dass wir ihn als, auch das wird aufgefroht, wenn ihr das dann ja nur ausrechnet, da kann ich relativ objektiv sagen, du hast tatsächlich ein Problem mit dem Stress durch den Zucker oder eben idealerweise vielleicht nicht. Voilà, du hast so, dass natürlich nicht alle Patienten immer selber viel gestresst ist. Ne? Ich meine, die meisten Patienten haben in ihrem Leben eine Phase, wo sie Flammen haben mit ihrer Krankheit, das bleibt ja nicht aus. Dann dazwischen geht es bei den nicht mehr besser. Bon, schwierig im Moment, da sind natürlich immer, was sowieso schon persönliche Stress du hast, ne? Das möchte ich dann nie besser. Es ist auch so, dass wenn zum Beispiel Diagnose gestellt wird vom Zucker oder wenn eine Komplikation festgestellt wird, irgendwie, dass an der Niere etwas nicht stimmt oder dass mit den Armen etwas nicht stimmt, das stresst zusätzlich. Das kann ein Moment sein, wo wirklich emotional ganz schwierig ist für die Patienten. Oder wenn zum Beispiel von den Pillen umgeswitcht wird auf den Insulin, das ist nicht so einfach für die Patienten und das kann so eine akute Stressreaktion auslösen. Wenn das so ist, dann müssen wir darüber schwätzen, ne? Da muss sich auch drin kümmern, weil wenn ihr damit nicht dann die Stress chronisch geht und behandelt, da kann das durchaus auch zu mehr seriösen Problemen führen, also zum Beispiel zu einer richtigen Depression oder zum Beispiel zu dem, was wir heute den Diabetes Burnout nennen. Das ist auch ein Syndrom, der relativ neu ist, der Begriff. Ne? Das ist wirklich der Punkt, wo der Patient irgendwie sagt, voilà, es geht nur nicht mehr, ich finde es nur genug, egal was ich mache, es ändert nicht, ich mache nur nicht mehr. Das ist also so eine Phase, die eigentlich ganz viele Leute schon einkriegen an ihrer Krankheit hatten.
Das kann relativ gefährlich sein, natürlich gerade bei einem Patienten mit einem Typ-1-Zucker. Ne? Du kann natürlich kurzfristig das Wert da komplett dereguliert sein. Ne? Das gesagt zum Beispiel auch, dass Leute zum Teil kaum nach Spritzen, gut mit Mimose, nicht mehr ob hier Visite kommen, ne? Sich doch nicht adäquat beholen. Und das ist immer gefährlich für den Patienten akut seiner Krankheit. Das feiert auch dazu, dass oft an der Equipe den Doktor dann viel mit Gefühl und das ist ein Patient, den das nie motiviert, der kümmert sich um gut nicht, ne? Was in einem Stand gut nicht der Fall ist. Das sind vielleicht einfach Patienten, die können sich nicht mehr kümmern, weil sie einfach, weil es ihnen einfach zu viel gehen ist. Und das ist eine Situation, die muss ich für dich mal erkennen und respektieren. Bon, wenn man du hast das ist etwas, wo man nicht so lange drüber schwätzen, ne, wo nicht ganz viel drüber geforscht ist. Wichtig ist auch, dass man da verschiedene Sachen auseinanderhalten. Also einerseits die richtige Depression, die wie gesagt ja durchaus auch kann häufig vorkommen, dann ob ein Stress durch den Zucker vielleicht oder vielleicht ein richtiger Burnout vielleicht durch den Zucker, das heißt du nicht so einfach auseinanderzuhalten, weil Symptome sind oft ähnlich. Das ist aber wichtig auseinanderzuhalten, weil Behandlung kann ja ganz anders sind. Ne? Dafür ist es gut, dass Lobo im Moment mehr Recherche schläft, in anderem von einer Equipe zu Letzteburg, die du auch schon relativ viel publiziert hat, und die ist, dass sie vielleicht an der paar Jahre auch ein bisschen besser mit dem Problem kann umgehen, wenn ein bisschen mehr auch nach darüber weiß. Voilà, was können wir so lange machen? An dem englischsprachigen Raum ist die Regel von den 7 A'n dann abgestellt. Ne? Das kann ein bisschen schwierig übersetzen. Also der erste Punkt der Awareness ist wirklich der, dass sich überhaupt mal darüber im Klaren geht, dass das Problem existiert. Ne? Das gilt sowohl für Doktoren, denen auch nicht immer klar ist, wie gestresst ihre Patient kann sein. Es gilt auch für Patienten, die in Umständen sich ihre ganze Länge mit der sagt, das hat so kein Mensch, und da kann es schon helfen, für zu wissen, dass effektiv auch andere Patienten betroffen sind und dass da das beschriebene Phänomen ist. Und da ist es wichtig, für dann nochmal mit den Leuten zu schwätzen, für zu fragen, wie geht es dann, wie viel ich mit der Krankheit, voilà, ist ein gutes Problem. Wenn man denkt, wie ein Problem wird, dann vielleicht ein bisschen zu objektivieren. Zum Beispiel mit den Testen, die man vorher gesehen hat, für zu gucken, ist tatsächlich ein Problem da, wie schlimm ist es. Weil sich dann herausstellt, du hast ein Problem, du hast einen Patienten, der mit seiner Krankheit nämlich eins geht, dann muss er wirklich probieren, für den en charge zu holen, für ihn zu beruhigen, für dich mal zu suchen, voilà, dass er sich drin wird kümmern, eventuell ein Treatment verändern, dass es ein bisschen einfach geht, oder mit neuer Technologie mal gucken, dass es ein bisschen einfach geht, dass er einfach vielleicht auch mal praktische Lösungen findet, wie er dem Patienten sein Leben vereinfachen, dass er dann in dem vom Stress auch schon mal gegen wegschellen. Falls sich herausstellt, dass es mehr ist wie eine akute Stressreaktion, dass eventuell wirklich ein Burnout vorliegt oder wirklich eine richtige Depression sich entwickelt hat, ist es auch wichtig, natürlich für die Leute weiterzuschicken bei einem Spezialist, den das dann auch getrennt nach zusätzlich kann behandeln. Voilà, voilà, so lange, also die wichtig für die Leute zu unterstützen, wo wir können, für zu probieren, für den Stress rauszuholen, wie es geht, dass wir wirklich klar machen, Perfektion existiert nicht so gut wie es geht, ist sicher gut genug, dann ist manchmal den meisten Leuten schon ein bisschen geholfen. Ne? Merci. Das weiß danke, wie wichtig das ist, dass wir endlich eine Prise en charge psychologique kriegen, die accessible ist auch für die Leute mit Zucker. Voilà, wir sind mal bald. Ich freue mich dann, Roger Verion als unser Vizepräsident gut zu gehen, für uns über den Klasse von Medikamenten zu schwätzen, die seit einer Reihe Jahren immer mehr gebraucht gehen an verschiedenen Domänen an, die auch mehr verschiedene Formen gehen, für zu administrieren. Voilà, GLP. Voilà. Bon, GLP RA hecht fir Rezepte analog. De GLP as eng Peptidhormon, déi am natierlichen relativ sehr aufgebaut wird von einer Enzym, die DPP4 hecht. Aber wenn man das Medikament für therapeutisch ersetzen, dann muss ich verhindern, dass das von der Enzym attackiert wird, und dafür gehen dann Analoge produziert, die sich genau wie die normalen Hormone, also die körperlichen Hormone, sich können über Rezeptor bannen, an dem Moment dieselbe Wirkungen hervorrufen. Nur im Moment die Medikamente
Medikamenter do halt ze Lützeburg Markt, die sind alle guten injektabel, Tronicity enkert foch, enkert foch, die gesungen enkert Berg, Victor enkert Berg, Mosambik enkert foch. Es sind also Medikamente, die gespritzt, wegen Insulin subkutan, an die wird gleich auch gesehen, den Dolen, die wird aber auch an einer oraler Form. Punkt 1. Für dich wird das die Hormon, das ist ein Ankretin. Was ist ein Ankretin? Das festgestellt wird, dass wenn den Zucker intravenös spritzt, dass dann die Insulin einfach viel mehr groß ist, wie wenn man dieselbe Quantität Zucker über den Mund geht. Und du hast da gesagt, okay, wenn ich den Zucker also schlucke, dann passiert das am Verdauungstrakt das nicht, dass mein Bauchspeicheldrüse mehr Insulin nicht. Und die Substanz, die an dem Verdauungstrakt ist, die als Inkretin genannt gehen. In der Zwischenzeit wissen wir, dass so Inkretin-Hormone sind, da dient aus der GLP-1, der Glucagon-Peptid-1, und das andere aus der GIP, den am Moment nach nicht therapeutisch angesagt wird, den aber höchstwahrscheinlich nächstes oder spätestens die wird nächstes Jahr auch an der Therapie wird aufpassen. Ich schätze nur halt nicht mehr vom GLP-1. Was ist das Problem mit dem GLP-1? Das ist, dass der Effekt an Kretin bei Leuten mit Zucker, den ist immens schwach. Da sehen wir, was passiert, wenn man Zucker intravenös spritzt, dann was passiert, wenn ein Diabetiker den Zucker schluckt. Und dann sehen wir, dass die Inkretin-Antwort nur 30% ausmischt, par rapport zu 73% bei einem Mitdiabetiker. Also bei einem Patienten, der zuckerkrank ist, sind die Inkretine entweder nicht gut oder nicht effekaz. Punkt 2. Wenn wir die Inkretinen ersetzen, dann haben wir einen erfährten Zucker. Bon, das ist auch das, was ich erwartet habe. Heute sind wir nicht unbedingt, wie viel Hämoglobin hochgeht. Wir haben wieder, was passiert, wenn der Leute tut, die ein Hämoglobin so ein bisschen über 8. Wie viel Prozent von den Leuten dann auf die Familie kommen oder drinnen? Du hast par rapport zum Placebo, dann sind wir dort ungefähr bei 2/3 bis 3/4 von den Leuten, die mit dem GLP-1-Rezept analog behandelt gehen, erreichen den Wert 7, wenn sie bei einem 8 fängen. Heißt aber Vergleich, das Semaglutid, das Liraglutid, das GLP, natürlich sind nicht allzeit nicht effekaz, und dann ein bisschen von der Dose, weil du hast das Semaglutid Dose so fängig, weil du es mir nicht als weil du das Resultat besser hast, du hast den Vergleich mit einem Januvia oder mit einem Jardias, natürlich du siehst, dass die Klasse von Medikamenten am effekazsten ist, das vom Zucker. Punkt 3 sind noch andere Effekte, wie Effekte mit dem Zucker. Das ist ein Effekt, den auf dem Insulin habe ich gewollt. Der Insulin wird produziert an einer zuckeraufhängigen Manier, aber auch der Glucagon wird gebremst an einer zuckeraufhängigen Manier. Das heißt, der Glucagon am Diabetes ist normalerweise zu hoch. Ihr führt also weiter, Zucker zu produzieren, obwohl wir das irgendwie braucht. Aber wenn wir also den Glucagon bremsen, dann halt ihr Zucker zu produzieren, dann können wir also Glykämie senken. Und das passiert an einer zuckeraufhängigen Manier, dass die Leute, die immer Zucker haben, bleiben durchaus kapabel, Glucagon zu machen, da kommt auch nie der Zucker, machen sie Chemie. Dann also ein Effekt auf das Herz, da komme ich denke zurück. Und dann noch ganz interessanten Effekt, das ist den halben Gehirn. Wir haben noch Nervenzellen am Gehirn, die GLP fabrizieren. Wenn man also GLP-Rezepte analogen spritzt, da gehen wir am Gehirn, und die wirken auf den Hirnstamm, an dem sie den Appetit aufsetzen, dadurch gleich man Kalorien zu sich, und das tut den positiven Effekt auf Gewicht, an Nervenwunsch dann auch nach Film auf der Blutzucker und Blutfette. Punkt 4, das ist ein Effekt Gewicht. Wir sehen an all den ein ganz paar Typen, da ungefähr 5 Kilo raufgehen. Wir sehen halt, die Typen sind zum Teil eine halbe Tür, ganz Tür, ein halbes Tür, ganz Tür. Da ist nur eine Uhr, können wir damit rechnen, dass an der Moyenne 5 Kilo verloren gehen. Mir wird beim GLP-Rezept analog ein bisschen speziell ist. Es wird ganz gut Repondeuren, die viel Müll füllen, und geht aber auch
auch Leute, die Männer gut entfernen, was Gewicht obelangt. Du hast nur etwas, was gesagt wird, dass Gewicht auffüllen perangulär als zum Traitement von Diabetes von Typ 2, was man aber da auch gesehen, dass du 15% vom Bodyweight, wenn wir 15% von ihrem Ausgangsgewicht will durchfüllen, dann ist das quasi nicht möglich, wenn da nicht ein medikamentös Hilfe gibt, also auch wie gesagt, die Medikamente, die auch angesagt für aufzuholen, also wie noch an der Indikation zugelassen. Punkt 5. Den Diabetes als kardiovaskuläre Risiko, der Tisch leid mit Zucker stirben und kardiovaskuläre Probleme. Hier so ein Tableau, alles was die Restzeit von ihnen als schlecht. 2 ist zweimal so häufig. Coronary Heart Disease, das Herz-Kranz-Gefäßkrankheiten sind zweimal so häufig und auch der Gehirnschlag als bei Leid mit Zucker zweimal so häufig. Der Punkt 6, die GLP-Analysen, die sind auf der linken Seite vom Strich, natürlich die sind favorabel. Und alle dabei sind nur ein Partietypen aufgesehen, vielleicht auch von Elixa, mit einem Strich, als mir all die anderen sind auf der linken Seite vom Strich. Aber wenn man halt guckt, hat er eine 14% Reduktion von den kardiovaskulären Komplikationen, und das nennen wir gemäß, das Major Adverse Cardiovascular Events, das entweder Stirben einer kardiovaskulären Krankheit oder ein Herzinfarkt, der nicht tödlich ist, oder ein Schlag, der nicht tödlich ist. Punkt 7, schon ich gesagt, sie sind alle mit den injektabel, aufgesehen von einem neuen, das ist der Ribelsus, steht am Kommerz, das ist das Semaglutid. Und ich so das hier auch ein bisschen, weil ich mal vorstellen, dass vielleicht auch in Zukunft eine Peptide, war eventuell sogar ein Insulin, könnten eigentlich an einer oralen Form benutzt gehen, Datei als de SNAC, dat als die Molekül, die indispensabel ist, für das den Semaglutid kann über den Mund resorbiert gehen. Der macht also das Semaglutid in der Hauptseite mit einer langen fettig Ketten drin hängen, will nicht, dass das Semaglutid relativ lang am Blut wirkt, aber wenn das Semaglutid spritzt, gerade wenn man eingert zu spritzen, weil das Semaglutid am Blut sich bildet, teilweise am dadurch ein ganz lang wirken wird. Konträrement zu anderen Substanzen, wie zum Beispiel auch verschiedene Sorten Insulin, wo die Langwirkung darüber bewirkt, dass das Insulin an der subkutanen Lage von uns resorbiert wird. Das heißt also eine andere Verlängerung. Das Prinzip davon ist, dass eben durch die Fettigkeiten, die drin hängt, das Medikament am Blut lang bleibt. Wenn wir also das Medikament in den Snack band, da geschehen eine ganz paar Sachen. Das der Snack, den legt sich an den Blut. Mit der Platz für den Snack sich lädt, wird Säuer neutralisiert. Und das ist von den Problemen von also von den Proteinen, das am Müll verbaut gehen von den Pepsinen. Das ist nur sind kapabel, Proteine am Müll zu zerlegen, und nun für Enzymen. Die Enzyme brauchen aber Nullsäure. Wenn also der Snack Nullsäure neutralisiert, dann neutralisiert auch Pepsin. An dem Moment wird ob der Platz für den Snack am Müll ist, teilweise nie verdaut. Und da das die Prinzip das Semaglutid geht an den Snack, also an die Seiwigpille, rangemacht, die Pille wird geflippt, sie fällt nur Schleimhaut, ob der Platz die Pille fällt, wird Nullsäure neutralisiert, Pepsin neutralisiert, und das erlaubt dem Semaglutid zu evaluieren, und nicht verdaut zu gehen. Zweitens möchte Snack, dass Permeabilität von den Schleimhautzellen rückgeht, und dadurch kommen 10 Semaglutid an die Zellen ran, man sieht halt, das Semaglutid geht durch Zellen, wie wenn kein Snack da wäre. Das ist ein ganz interessant Manier, an die erste Kille wird möglich ist, Peptid nicht mehr zu spritzen, nur eben an einer oraler Form zu administrieren, wie das verschiedene Insulinen ist.
so eng Lernketten Fertigkeiten hun, können sich vorstellen, dat also auch du eng Möglichkeit gegen enke bestohlen fir ein Insulin an enger oraler Tablett zu administrieren. Werden natürlich pur Probleme sind im Sinne der Rest der Zeit, die wir nicht so viel zu aktivieren und natürlich die wir nicht so viel Wasser dabei trinken. Wir muss absolut eigen sind, so was der Effektivität null. Also muss eine halbe Stunde, ob manst eine halbe Stunde werden, die wir einen Kaffee trinken muss, wenn man das nicht möchte, dann ist auch die Effektivität vom Medikament direkt ziemlich schlecht. An nur im Resümee, die Medikamente von der Kategorie GLP und Rezeptoranalogen haben einen Effekt auf den Zucker. Sie haben als von den 2 Medikamenten, die am Moment an der Indikation zugelassen sind, einen Effekt auf den Milz, das heißt auf den Infarkt, der nicht tödlich ist, auf den Gehirnschlag, der nicht tödlich ist, aber auch auf mort kardiovaskulär. Sie haben natürlich auch einen Effekt auf Glykämie, das haben sich gewiesen, und durch einen natürlichen Effekt auf die mikrovaskulären Komplikationen, Schwätz, Retinopathie und auch op Nier, an do as en plus nief der mikrovaskulärer Protektion och nach en Effekt makrovaskulär, dat Tisch die Medikamenter hunn och en Effekt Protekteur renal, den au-delà von dem ass wat mikrovaskulär nicht an sie do bezzullen, sie do uns go aufholen, an das Kirisk von Hypoglycämie, weil den Effekt Glukosdependant ass, dat Tisch, wann Zucker normal ass, gegen Zucker nurgerufen, weil es natürlich auch erlaubt, die Zuchtmedikamente zu geben, bei Leuten, die übergewichtig sind und die nicht zuckerkrank sind. Merci. Voilà. Ich meine, du hast wahrscheinlich geschieht nach viel an der nächsten Zeit. Voilà, wir kommen zum Schluss. Ich meine, ohne über Ernährung zu schwätzen am Kontext von der Zuckerkrankheit, das kann ich bald nicht machen, weil die Ernährung an Zucker eng mit nie sind. Ich muss den Computer umstarten. Sind ich aber froh, dass wir können Miriam Rosch, als Diäteticienne zum Schluss haben, die wird uns dann über die bisschen wie alternativ Ernährungsformen am Kontext vom Diabetes schwätzt, weil die letzte Zeit ja ganz viel von vegetarischer, veganer Ernährung und Gesundheit geschwärzt. Ich habe dann 5 Minuten. Oui, bien sûr. Tout de suite en Sinon, j'ai, Voilà, bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Myriam Rochdi, je suis diététicienne et je vais vous présenter aujourd'hui les régimes alternatifs et le diabète. Donc, il y a juste un compte à rebours. Voilà. Non, non, j'ai un petit problème. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on entend par régime alternatif? Ce sont des régimes ici de remplacement de certains aliments ou groupes alimentaires, surtout d'origine animale. Alors, souvent dans les populations de malades chroniques, y compris les diabétiques, on a tendance à voir plus de régimes de ce type-là pour montrer, enfin finalement, pour des raisons de protection cardiovasculaire. Ouais, c'est un petit peu embêtant. Oui, voilà. Alors un petit rappel ici sous forme de pyramide alimentaire que j'ai emprunté à Food in Action, et disons que les groupes alimentaires qui sont concernés par le propos vont surtout être le groupe des viandes, volailles, poissons et œufs, les produits laitiers, les matières grasses animales et non, pas du tout. Oui, aussi, peut-être. Je vais essayer ici.
Voilà, et donc les superflus qui contiennent les ingrédients voilà que je viens de citer. Alors, quelles sont les motivations? Pourquoi est-ce que des personnes auraient donc un régime alternatif? Donc, j'en ai un petit peu parlé. Ça peut être des raisons médicales de type allergie à des protéines animales, mais évidemment, il y a les questions de type souci environnemental ou l'éthique vis-à-vis des souffrances animales. Et on voit que plus on avance, on peut se dire que finalement, il y a énormément de raisons. Voilà, on a des raisons très variables et très complexes de voir les régimes alternatifs se développer. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que c'est le végétarisme? Voilà, c'est d'éviter la chair animale. On peut avoir également des versions parallèles de type pesco-végétarisme, où finalement les produits à base de poissons, produits de la mer, sont quand même consommés. On peut aussi avoir des versions un peu plus strictes avec l'ovo-végétarisme ou le lacto-végétarisme. Le végétalisme, finalement, c'est l'éviction de tout produit animal ou d'origine animale. Et puis, on a le véganisme qui va au-delà de l'alimentation et qui s'intéresse aussi à tout produit issu des animaux. Alors, quels effets, on vient ici dans le vif du sujet après cette introduction, positifs ou négatifs sur la santé des diabétiques de tel régime. Donc ici, je vous ai mis une image qui montre plein d'aliments qui ont quelque chose en commun et je vais vous demander si vous devinez qu'est-ce que tous ces produits pourraient avoir en commun. En fait, ils sont... J'avais la réponse dedans, tout à fait. C'est des aliments particulièrement riches en protéines. On voit, par exemple, que la chair animale contient entre 20 et 25, 27 grammes de protéines par 100 grammes. On peut trouver évidemment des produits d'origine végétale qui sont aussi très riches en protéines. Alors, dans nos régions, le problème de trop peu de protéines est assez rare, donc c'est plutôt l'excès de protéines, surtout en cas de diabète, qu'il faut un petit peu plus craindre. Donc disons que les apports optimaux sont compris entre 0,8 et 1,1 g de protéines par kilo par jour. Bien sûr, une alimentation trop pauvre en protéines de façon chronique conduit à la dénutrition aussi, surtout chez les personnes, les publics fragilisés. Donc on voit que les besoins sont un petit peu majorés chez les végétariens et les végétaliens, pardon. Alors il n'y a pas que la question de la quantité, on s'intéresse aussi à la qualité ou la valeur biologique des protéines et pour ça finalement on a défini une échelle où on prend un élément de référence particulièrement intéressant au niveau de son profil protéique et finalement c'est l'œuf et à partir de cet œuf qui va être la protéine au profil protéique le plus intéressant, on va comparer toute une série d'aliments protéinés pour définir tiens, est-ce que c'est plus, est-ce que ça a une bonne valeur nutritionnelle, une bonne valeur biologique ou moins belle. Donc on voit que même si les aliments sont riches, ils n'ont pas le même profil protéiné. Alors, bien sûr, les valeurs biologiques des protéines dépendent également d'autres calculs de type indice chimique ou la digestibilité des protéines et on peut également augmenter la valeur biologique des protéines végétales par différents procédés. Alors ici, je vais surtout m'intéresser à l'association. Donc, une image vaut mieux qu'un long discours. Vous voyez le petit plat ici qui est finalement constitué d'une association d'une série avec une légumineuse pour augmenter la valeur biologique des protéines. Le souci, vous voyez bien qu'ils appartiennent tous les deux à un groupe alimentaire particulièrement riche en glucides. Donc ici, c'est un gros problème dans l'alimentation des personnes diabétiques qui ont un régime alternatif. C'est surtout la gestion des apports en glucides. Alors, un petit mot sur les lipides. Ici, je vous ai vraiment résumé, condensé
lancé plusieurs études sur le lien entre différents régimes alimentaires et les résultats au niveau des lipides sanguins. On voit à première vue que les résultats au niveau des lipides sanguins des personnes qui ont une alimentation plus végétalienne sont meilleurs. Attention, ce sont des tendances. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est végétalien, on a de meilleurs résultats. Disons que la probabilité est plus grande, évidemment, et heureusement, tous les omnivores n'ont pas de mauvais résultats sanguins sous prétexte qu'ils sont omnivores. Alors, je voulais vous parler maintenant du rétinol. Donc, on va parler maintenant des micronutriments. Alors, le rétinol, particulièrement important au niveau de la vision, c'est un antioxydant important. Alors, le rétinol, c'est la forme active finalement de la vitamine A. On la trouve surtout dans cette forme active dans les produits d'origine animale, dans tous les produits que les enfants n'aiment pas, donc le foie de morue, le foie, les abats, puis du beurre, le fromage et les œufs. Alors on trouve là les versions type voilà les bêta-carotènes dans les produits d'origine végétale, et là c'est assez facile à identifier, c'est tous les légumes et les fruits qui ont une couleur un peu orangée. Alors l'importance de cet antioxydant là, c'est surtout ici au niveau de la protection des cellules bêta-pancréatiques, donc c'est particulièrement important dans le cadre d'une maladie, du diabète finalement. Alors, j'aimerais également parler du zinc. C'est un micronutriment dont on ne parle pas assez. Pourtant, c'est un micronutriment qui est impliqué dans plusieurs centaines de métabolismes différents, y compris la synthèse des protéines, mais surtout la synthèse de l'insuline endogène. Donc, je parle de l'insuline qui est fabriquée par le corps. Alors, les risques carentiels sont très élevés chez les végétaliens et les végétariens, donc attention à la supplémentation, voir ça avec le médecin. Et alors le zinc se trouve vraiment en grande quantité dans l'huître et puis dans les foies de veau, de bœuf, les fruits de mer, certaines céréales également. Un petit mot également sur, donc j'ai mis en parallèle, j'ai un peu triché, donc il y a 8 nutriments finalement, donc, j'ai mis en parallèle la vitamine D et le calcium pour la santé osseuse. Alors sous nos latitudes où on n'a pas beaucoup de soleil, c'est particulièrement fréquent d'avoir des carences en vitamine D, et alors les sources idéales de vitamine D, c'est surtout les poissons gras, le jaune d'œuf, les produits laitiers. Alors les études montrent un risque fracturaire sur plusieurs sites squelettiques chez le végétalien, donc c'est aussi quelque chose à tenir à l'œil. Concernant le calcium, on trouve du calcium dans beaucoup d'aliments, donc il y a beaucoup de listes par exemple qui circulent, on dit tiens voilà il y a beaucoup d'aliments d'origine végétale qui contiennent beaucoup de calcium. Attention toutefois que la biodisponibilité du calcium est bien plus élevée dans les produits laitiers. Maintenant, effectivement, il y a du calcium dans tout ce qui est fruits à coque, le tofu, les légumes à feuilles et éventuellement les œufs riches en calcium. Un mot important également sur la vitamine B12, qui a un rôle essentiel au point de vue neurologique et notamment dans la prévention des neuropathies diabétiques. On voit que les sources principales, finalement, elles sont un peu toujours les mêmes. Aussi, on a au niveau végétal les céréales complètes. Un mot également pour les personnes traitées par antidiabétiques oraux. Donc, on constate également une déperdition de vitamine B12 plus importante lors de la prise de metformine. Donc, c'est important de s'assurer d'avoir un statut nutritionnel convenable. Alors,
J'ai dit beaucoup de choses en peu de temps. Donc, si on doit retenir quelque chose de la présentation, c'est que l'alimentation alternative, c'est vraiment du cas par cas. On a vu que beaucoup de motivations différentes peuvent pousser à avoir une alimentation moins riche en produits animaux. Donc, attention, voilà, il n'y a pas de règle finalement, c'est quelque chose à évaluer au cas par cas. Au plus l'alimentation est variée, au moins on a de risques de carence, donc ça c'est important aussi. Alors, notre alimentation est assez pauvre en végétaux, de manière générale. C'est important d'augmenter une ration alimentaire en produits d'origine végétale, mais pas que. Donc voilà. Et puis, attention également à l'autosupplémentation. Donc, les micronutriments qu'on va prendre, les vitamines, les minéraux, peuvent entrer en concurrence dans l'organisme. Donc, on peut créer finalement des carences en essayant au contraire de se supplémenter. Donc, c'est quelque chose à évaluer avec un professionnel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, ich mein, dat war an Lo nach froh sinn, dann könnt der déi gre stellen an die könnt auch Lützeburg stelle, weil all als Orateur noch die Franzisch geschwert hun verstehen auch Lützeburg. An was macht ihn? Wie macht ihn? Ich gehe bei Dorothee. Vielen Dank.